Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network, un débat intense avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. Le prochain sommet sur le climat à Paris peut-il déboucher sur un accord pour limiter les rejets de CO2 et éviter une élévation dramatique du niveau des mers? À la clé, des millions de personnes déplacées qui pourraient grossir les rangs des réfugiés qui arrivent en Europe. Quel mix énergétique pourrait permettre de maintenir une hausse des températures en dessous du seuil critique? Les engagements pris par la Chine, les États-Unis et l'Union européenne seront-ils suffisants pour persuader le reste du monde de signer un pacte mondial avant qu'il ne soit trop tard? Ou serait-il plus judicieux d'atténuer le phénomène et de dépenser des milliers de milliards pour nous préparer à ses conséquences? À présent connecté dans cette édition de The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Hans Bruynings, directeur de l'Agence européenne pour l'environnement, Martin Kaiser, en charge de la campagne climatique mondiale à Greenpeace International, et Alexandre Affre, directeur des affaires industrielles auprès de Business Europe, fédération qui regroupe les associations patronales de 34 pays. Bienvenue à tous. Je commence par m'adresser à Hans. Avec les engagements pris par l'Union européenne, la Chine et les États-Unis pour s'attaquer aux émissions de CO2, pensez-vous que le sommet ait de bonnes chances de s'achever sur un accord digne de ce nom? En réalité, je suis plutôt confiant sur les possibilités d'aboutir à un accord digne de ce nom, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la première fois que quasiment tous les pays de la planète vont s'engager à mener des politiques environnementales pour atténuer les conséquences du changement climatique et nous y adapter. Deuxièmement, il est désormais acquis que la hausse du seulement 2 degrés est un objectif concret qu'il faut atteindre. Martin, quel est votre point de vue? Je vois certains signes positifs dans ce qui se passe en Chine avec l'utilisation des énergies renouvelables et le recul du charbon. Les États-Unis investissent dans les énergies renouvelables, mais c'est loin d'être suffisant pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous des 1,5 à 2 degrés. C'est pour ça que Greenpeace demande que lors de cette conférence, on se mette d'accord sur un objectif à long terme pour qu'au niveau mondial, d'ici 2050, 100% de notre énergie soit produite à partir de sources renouvelables. Alexandre, allons-nous assez loin? Je pense, comme les autres participants, que c'est positif de voir de grands acteurs comme la Chine et les États-Unis intensifier leurs efforts pour réduire leurs émissions. Le futur accord de Paris sera-t-il suffisant? Non, probablement. Sera-t-il contraignant? On a très peu d'informations sur ce qui sera demandé aux industries d'autres pays qui sont exposés à la concurrence internationale. Certains estiment que ce débat se joue en réalité entre l'emploi et l'environnement. Comment voyez-vous les choses, Hans? Pour moi, ça fait longtemps qu'on a dépassé ce genre de débat. On sait qu'au final, l'économie verte du XXIe siècle, c'est elle qui crée des emplois et qui nous permet d'avoir un milieu sain et une planète sûre. Il faut que nous restions en dessous de 2 degrés parce que si on reste sur une trajectoire qui nous amène à 4 à 5 degrés de hausse, ce ne sera plus une question d'emploi, mais de chaos sur Terre. Beaucoup de gens pourraient se retrouver sans emploi si on ferme de nombreuses industries polluantes. Comment voyez-vous les choses, Alexandre? Je pense qu'il n'y a aucune contradiction. Les produits et solutions à faible émission de carbone offrent de nombreuses opportunités de développement et d'emploi. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier le coût que doivent assumer certaines industries énergivores. Donc Martin, certains vont vouloir ralentir les choses, qu'en pensez-vous? On peut parler en particulier des anciennes industries, de celles qui sont dépendantes du charbon, du pétrole et du gaz. Une attitude qui nous empêche de faire des progrès nécessaires pour limiter le réchauffement bien en dessous des 2 degrés. Il est maintenant temps, également pour les entreprises européennes, de faire partie de la solution et non plus du problème. Que penser de ce méga sommet réunissant tous ces dirigeants? Est-ce qu'il sera vraiment efficace? La notion d'urgence est désormais intégrée. Aujourd'hui, les gens comprennent que cet accord contraignant dont nous avons besoin et cette limite des 2 degrés sont des questions cruciales. Et il y a urgence à s'attaquer vraiment au problème. On doit plafonner nos rejets de gaz à effet de serre d'ici 2020 pour avoir une chance réelle de rester en dessous des 2 degrés de hausse. On a vu lors du dernier sommet que les participants n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils auraient voulu. Comment pourraient-ils cette fois s'entendre sur des choses qu'ils ont vraiment du mal à faire accepter aux populations de leur pays?
Nous sommes dans un contexte totalement différent d'il y a 6 ans et l'économie réelle a changé. De nombreuses entreprises investissent aujourd'hui dans les énergies renouvelables et de plus en plus de chefs d'entreprise en appellent à une décarbonisation complète de l'économie mondiale d'ici la fin du siècle. Alexandre, cette idée d'une économie décarbonée d'ici 2050, est-ce que c'est réaliste pour les industriels ? On peut certainement s'attendre à ce que les énergies renouvelables prennent de plus en plus de place en Europe et dans le monde. Mais quand on regarde les différents scénarios en cas de hausse limitée à 2 degrés, dont celui publié par l'Agence internationale de l'énergie, on voit que le pétrole et le gaz vont continuer à représenter 40% des sources d'énergie. On ne peut l'ignorer et on doit investir pour faire en sorte que cette production soit la plus efficace possible. Et le pétrole ne coûte pas très cher en ce moment, ça ne favorise pas ce processus de transition vers les énergies renouvelables, non ? L'industrie pétrolière doit changer son modèle commercial. Shell se retire de l'Arctique parce que ses dirigeants savent que le pétrole n'a plus d'avenir. Mais ils installent encore un écran de fumée en disant que le pétrole et le gaz représenteront toujours une partie de la solution. Mais Shell renonce parce que ça leur coûte trop cher. Si les prix du pétrole remontent, peut-être qu'ils y retourneront. On a atteint le point de bascule en matière d'énergie. L'an dernier, pour la première fois, on a investi plus dans les énergies renouvelables que dans les sources traditionnelles. Dans la mesure où on a passé ce point de bascule, on va assister à un désengagement et à une mutation technologique qui seront probablement beaucoup plus rapides que ce à quoi s'attendent aujourd'hui certains acteurs, dont l'Agence internationale de l'énergie. Avec des prix du pétrole si faibles, quel est l'intérêt pour les entreprises de devenir vertes ? On peut s'attendre à ce que les énergies vertes ou renouvelables se développent et fassent l'objet d'investissements massifs, notamment en Chine par exemple. C'est une réalité aujourd'hui. Dans le même temps, des pays comme l'Inde ont de gros besoins en énergie peu coûteuse. Donc, des centrales électriques alimentées au charbon seront encore construites dans des pays comme la Chine. Mais est-ce qu'on veut qu'elles utilisent des technologies efficaces comme nous en avons en Europe? Oui, et ce sera aussi meilleur pour le climat. On va en parler, mais Hans, allez-y. L'Inde est un bon exemple parce que le pays rejoint tout juste une trajectoire qui vise à atténuer les conséquences du changement climatique et ses responsables ont déjà un grand programme pour développer les énergies renouvelables. C'est l'un des pays qui a atteint le point de bascule et il pourrait être un exemple de pays de plus d'1 milliard d'habitants où les énergies renouvelables prennent un véritable essor. Ok, mais le ministre indien de l'Environnement indique que l'Inde souffre des effets du changement climatique tout en demandant un accord équitable, parce que son pays a le droit de se développer. Comment faire en sorte que des pays comme l'Inde acceptent un accord ? Les pays comme l'Inde, ce sont eux qui souffrent le plus du changement climatique et les responsables politiques savent qu'ils doivent s'orienter vers les énergies renouvelables pour aller vers une solution. D'un point de vue économique, aujourd'hui, on ne se demande plus si on investit dans le charbon ou dans les énergies renouvelables en s'interrogeant sur le coût. On doit être déterminé à atteindre l'objectif de 100% d'énergie d'origine renouvelable et les responsables politiques suivront. Attendons la conférence pour voir quelle attitude l'Inde adoptera. Est-ce qu'on pourra agir assez vite? Ne faudrait-il pas plutôt nous concentrer sur l'atténuation du phénomène et consacrer des milliers de milliards d'euros à la gestion de l'élévation du niveau des mers, par exemple? Je pense que les deux choses sont importantes. L'atténuation et l'adaptation, c'est clair. Mais on pense aussi que l'industrie devrait aussi apporter des solutions en matière d'adaptation. Aujourd'hui, l'atténuation devrait rester la priorité. Et c'est pourquoi, par exemple, on demande la mise en place de marchés du carbone partout dans le monde, parce que pour les entreprises, c'est une forte incitation à l'investissement. Alexandre? Hans. Il ne faut pas être naïf. Bien sûr, on doit investir à la fois dans l'atténuation et l'adaptation parce que le changement climatique est en cours. On en voit l'impact, il nous faut nous adapter. Mais dans le même temps, si on n'agit pas sur l'atténuation en réduisant les émissions de gaz à effet de serre suffisamment rapidement et fortement, alors nous devrons gérer une adaptation qui sera à ce moment-là beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus imprévisible. Donc l'accent doit être mis sur des mesures d'atténuation qui soient durables. Martin, vous plaidez pour une économie décarbonée à l'horizon 2050. Est-ce réaliste? Quand on regarde la situation en Chine, il y a 5 ans, il n'y avait quasiment pas d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, les Chinois sont les numéros 1 de l'installation d'éoliennes, donc le rythme d'évolution est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Dans 35 ans, le niveau sera assez élevé en matière d'innovation et je suis assez sûr que tous les investisseurs vont se tourner désormais vers les énergies renouvelables et oublieront les énergies polluantes comme le pétrole, le charbon et le nucléaire.
Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Hans Brünings, Martin Kaiser et Alexandre Affre. À bientôt pour une nouvelle connexion à The Network.